il faut raconter l'histoire. Pour raconter l'histoire, il faut prendre plaisir à vivre l'histoire, à décoder. Et donc moi, le conseil que je donne, c'est que si on peut avoir une pratique de la photo avant de passer à la photo de presse, je conseille à chacun d'avoir au moins un petit peu d'études, d'avoir l'esprit un peu ouvert. Et je dirais qu'il faut au moins 3 années de fac, me semble la meilleure étude que je proposerais. Moi, c'est les études actuelles on appelle ça aire culturelle, de géographie. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Gilles Bouquillon, photographe de presse ayant travaillé pendant de longues années pour l'agence Gamma. Dans cet épisode, il nous parlera de son incroyable parcours aux plus belles heures du photojournalisme et partagera de très bons conseils pour continuer à vivre de ce métier pendant des dizaines d'années. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Gilles et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gilles, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, c'est Gilles Bouquillon. Je suis né en 1945, donc voilà, ça fait pas mal de temps. J'ai été élevé à l'étranger assez tôt pour des raisons familiales. J'étais vraiment tout petit. Ma mère est partie vers l'Égypte, mais il y avait la révolution et elle a trouvé un moyen d'aller en Iran, en Perse. Et donc elle a travaillé chez les religieuses. Et j'ai été élevé pendant 3 ans par ma mère, une amie italienne qui était partie clandestinement d'Italie après la révolution, après la chute de Mussolini, et une Suissesse. Et c'était donc à l'école Jeanne d'Arc. J'ai été élevé là-bas. Et j'ai été élevé ensuite dans la famille italienne. La photo a commencé assez rapidement. Je saute quelques étapes. Et je suis venu passer mon bac en France, mais je suis reparti en Iran dès le début de mes études d'économie. L'Iran me manquait. C'est un peu comme ma seconde patrie. Et c'est en Iran que j'ai commencé à travailler en photo. Et je travaillais avec Paul Vieille, un sociologue. Et donc après, par la suite, j'ai fait des études d'ethnologie. Mais à l'époque, je me suis retrouvé à faire des reportages photos sur le bazar de Téhéran, sur les gestes de la vie quotidienne, ce qu'on appelle le tarof, des sortes de gestes de bienvenue. Enfin, je me souviens avoir eu, après avoir travaillé avec un rétinette, j'oublie un peu le nom des boîtiers, mais il y a eu le premier Nikon qu'on m'a ramené du Japon, avec une optique de 50 très lumineuse. Et je me souviens avoir fait mon premier développement. J'étais dans le nord de l'Iran, près de la Caspienne, et mon fixateur s'était solidifié. Mon premier film était bloqué dans des cristaux de fixateur. Enfin, je me suis retrouvé à faire des photos de scène avec ma mère qui faisait du théâtre, avec des amis à elle. Je développais mes photos. C'est important ce côté de développement, de quand on développe son film. Et sans trop sauter d'année, mais je vais revenir en France, j'ai fait 2-3 autres métiers. Mais quand j'ai commencé vraiment en presse, il y a eu, pour l'agence France Presse, vraiment, je vais sauter un peu les étapes de mon éducation orientale. J'y reviendrai s'il faut. Mais à un moment donné, j'ai travaillé en presse, en agence de presse, en agence télégraphique, dans les années 74, 75, 76, pour l'AFP, ensuite pour Reuters. Je viens à cette partie-là parce que quand on travaille pour une agence télégraphique, à l'époque, c'était transmettre des belins et on devait faire sa sélection photo. On devait aller vite. Et on était pratiquement formaté. Il fallait que la photo soit
cadré pour les agences télégraphiques. La photo ne doit pas pouvoir être découpée ou prise en partie. Une photo Reuters ou AFP, de manière concentrée, ça te forme le regard et l'essentiel doit être dit avec un élément. Si on est dans un pays arabe, si on aperçoit dans un coin un minaret de mosquée, ça suffit pour signaler. En parenthèse, on disait qu'une photo Libération à l'époque, c'était comme un paysage, c'était très large. Mais par contre, très large, ça donne le lieu où ça se trouve, l'ambiance. Mais en presse, donc, c'est une école de rapidité. Et quand tu transmets, je reste concentré sur l'agence télégraphique et sur le travail manuel et argentique. Donc le travail que ça représentait, il fallait coller à l'actualité, être accrédité, savoir où était l'histoire, ne pas perdre de temps. Et il fallait s'arranger de développer rapidement le film. Donc j'avais une valise labo avec le matériel. Il fallait installer un labo où on pouvait. Et la photo, tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme photo. Et il fallait un choix. C'est pour ça que quand par la suite je voyais des jeunes photographes, ça m'a toujours intéressé de raconter un petit peu et de transmettre un peu, parce que quelque chose qui se passe, tu t'aperçois que ton regard s'éduque. Je parlerai d'un garçon que j'ai connu quand il cherchait des informations en me voyant travaillant. Il est devant moi actuellement. C'était place du Capitole, c'était des hommes politiques. Et il me collait un peu au basque. C'est vrai qu'à l'époque, avec AFP, Reuters, et mes 4 ou 5 collègues, on se la pétait un petit peu. Mais j'ai toujours été, enfin je pense, c'était dans mon caractère, à transmettre. Bon. Et ce que j'ai remarqué, ce que je continue à dire pour faire l'image, elle s'éduque. Quand j'ai vu les premières photos de Fred, c'était épatant ces sujets sur l'extrême, tu sais, les sports extrêmes, ouais. Le sport extrême, tu vois. Et tes premières photos, ça pêchait par manque de cadrage. C'était pas que c'était bancal, mais le regard, le cadrage formel, c'est que il faut examiner une photo et réaliser que pour chaque photo, ton regard fait un chemin. Et donc tu intègres ça, tout ça immédiatement. Ce qui fait une bonne photo, je ne saurais pas trop bien le dire. Mais simplement, on me fait confiance et je me fais confiance. À un moment donné, je sais que c'est une bonne photo. Ouais. Et là où je suis content de revoir donc l'ami dont je vous parlais, je parle de Fred, c'est que j'ai vu depuis quelques années, elles sont là les bonnes photos. Dans le travail qu'il fait, le cadrage est là, quoi. On comprend la photo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle explique. Oui. Voilà. En gros, ce travail d'agence télégraphique avec les mains dans le révélateur, il fallait, je continue là-dessus, il n'y a pas que le cadrage à prise de vue. Il y a, quand tu transmets le Belin, à l'époque, il fallait que ton tirage photo soit fait rapidement, mais il fallait qu'il soit parfait. Parfait en ce sens que tu mettais sur un Belin qui transmettait par signaux radio-optiques, c'est le téléphone qui servait de liaison, et les points lumineux ou sombres de la photo modulaient un signal sonore qui était transmis à l'AFP ou à Reuters, à Paris ou à Cologne ou à Londres, et c'est l'agence qui te réceptionnait, qui décidait de la diffusion. Soit tu avais une petite histoire demandée par un client suisse et c'était directement rebalancé à Lausanne ou à Genève, soit c'était une histoire européenne, un match de foot Barcelone, soit c'était un crash d'Airbus comme c'est arrivé. À ce moment-là, je me suis retrouvé, on me disait, attention, on a 250 clients qui vont recevoir, parce que tu mets ta photo sur le Belin, la transmission commence, ça a duré 7 minutes,
Quand les 7 minutes étaient écoulées, Paris avait reçu la photo. Mais tous les clients avaient aussi reçu. Parce qu'avant de démarrer, il me dit attends, et il faisait les branchements. Et ça passe par les, comment on appelle ça, sous les océans, les câbles. Voilà. C'est un peu comme un fax en fait, comme un télégraphe, un télégramme. Il n'y avait pas l'Internet. Ouais. Ces câbles existent toujours. Ces câbles sont secret défense ou surveillés, sont menacés aussi par des accidents malveillants, que ce soit russes ou chinois ou autres, parce que c'est aussi une manière, à une époque où on peut se faire bugger par satellite ou empêcher de transmettre, ces réseaux. UPI a été une agence internationale qui se servait uniquement de ces câbles sous-marins. Ces câbles existent toujours. Et c'est toujours d'actualité dans les ministères. Voilà, Donc, ce que je voulais dire, je m'excuse de revenir par bribes, sur ce travail du Belin, de l'agence télégraphique, de l'éducation de l'œil à la prise de vue, parce que les rédactions t'obligent, sinon tu ne travailles plus pour eux. Et ensuite, les impératifs techniques de tirage, ça veut dire que tu dois avoir des détails dans les blancs. Une chemise blanche, tu dois avoir le filigrane de la chemise. Et dans les parties sombres, tu dois apercevoir des détails. Donc il faut qu'au tirage, tu puisses masquer, rendre une photo avec le maximum d'informations, qu'elle ait assez de contraste pour être agréable à l'œil, parce que tu peux avoir des déperditions dans la transmission. Voilà. D'accord. J'ai terminé mon explication, si tu as compris ce que je voulais dire. J'ai compris, mais voilà. Je vais te demander on va réexpliquer ensemble parce que bon, moi j'ai fait comme toi, j'ai fait un mémoire aussi sur le photojournalisme, mais je me suis plongé dans ce que c'est la bélinographie, etc. Voilà. Et c'est vrai que pour les gens qui démarrent depuis pas très longtemps, ils savent pas forcément ce que c'est. Déjà l'argentique, c'est une étape qui est arrivée il y a quelques dizaines d'années. Le bélinographe, c'était la capacité d'envoyer des photos via, comme un télégramme ou comme un fax en quelque sorte, alors que les fax n'existaient pas. Et donc c'est pour ça qu'on appelait les agences télégraphiques, parce que ça partait par télégraphie. Ouais, le classeur que je t'ai montré tout à l'heure, ouais. Tu as des belins qui sont posés dedans, et donc tu vois, il y avait la photo, et puis il y avait une partie avec l'information, où donc tu peux lire la date, le numéro d'ordre, le lieu, c'est en anglais en général, et puis il y a le nom des personnes présentes. Tu ne peux pas, en agence télégraphique, envoyer une photo avec une personne sur la photo dont on n'a pas l'identité, ou dont on n'a pas l'explication. C'est les métadonnées de l'époque, c'est les IPTC. Oui, voilà, mais il y a au moins, en général, 2 ou 3 lignes. Donc c'est inauguration à Airbus de tel modèle d'avion en présence du prince Charles et de un tel. Le fameux 5W du journalisme. Oui. Et où, quand, quoi, comment. Voilà. Toi justement, revenons sur, tu m'as dit que tu avais une éducation orientale, on en reparlera. Comment t'apprends, en fait, t'apprends la photo avant d'apprendre le journalisme, ou t'apprends les deux en même temps, ou comment ça se passe? Est-ce que quand tu commences, on te dit tu es journaliste, tu travailles du coup pour cette agence, ou vraiment s'il y a une différence photographe-journaliste? Avant, je suis photographe. Et je travaille avec le sociologue qui dirige l'Institut de sociologie à Téhéran, parce que il a un poste important. C'est un sociologue qui s'appelle Paul Vieille, qui est connu, qui a fait de grands travaux sur l'Iran. C'était contre le Shah. Bien sûr, le Shah a fait supprimer cet institut de sociologie parce que les études commençaient à devenir gênantes. Et j'ai pas fait de sujet gênant, mais je faisais des photos. C'était une passion de la photo. Mais je reviens actuellement à cette passion de la photo que j'ai gardée tout le temps en faisant des photos de théâtre, d'expo. Là, je travaille beaucoup sur le paysage commingeois. Je travaille sur la lumière, l'ombre. Entre parenthèses, j'ai rencontré un monsieur qui est important, qui s'appelle Henri Alecan.
Et Henri Alecan, c'est le directeur de la photo, comme on dit en cinéma, de tous les grands films noir et blanc, de Renoir, de Cocteau, Et donc tu as un livre qui s'appelle Ombre et lumière, qui est réédité depuis une dizaine d'années. On a la photo, par exemple, de La Belle et la Bête de Cocteau, et tu as les lumières primaires, lumières secondaires. On t'explique comment régler tes éclairages, les distances. Quand tu fais une photo, un portrait, il faut apprendre ça aussi, savoir travailler avec des éclairages d'appoint, très peu. Un grand photographe de portrait, c'est Youssouf Karch, qui faisait des portraits de Winston Churchill. Il arrivait avec un spot lumineux et un seul. Et toutes ces photos qui sont remarquables, ça rappelle un peu les photos de le studio, comment ça s'appelle? C'est pas Harper Bazaar, Harcourt, voilà. Les studios Harcourt qui existent toujours. Et bon, c'est. Donc, utiliser un système de lumière fixe. Voilà, il y a Harcourt, il y a deux lampes. Il y a une lampe, une lumière plus forte, qui est plus rapprochée. En lumière continue, ouais. Et une deuxième lampe qui est 2-3 fois plus éloignée pour déboucher la partie sombre. Donc tu fais un éclairage latéral, tu as la moitié du visage d'éclairé, une partie de l'autre œil ici, et la partie, comme je disais, les bons tirages, il faut des détails, même dans les parties sombres, pour déboucher, voilà le terme, pour déboucher les parties sombres, on met un spot beaucoup moins fort que le premier, qui éclaire légèrement la partie sombre, pour garder le modelé. Par exemple, il y a quelqu'un de très connu dans les surréalistes, c'est Man Ray. Et Man Ray, ce qui est moins connu, et ça a été édité. Si on va aux abattoirs à Toulouse, la partie librairie, il y a des livres photos. Et il y a le book de Man Ray, les photos qu'il a fait pour le musée de l'Homme. Il a photographié pendant des années, il a photographié des statues, des sculptures, des vases, des objets, et qu'une lampe. Et c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de planche contact à l'époque, mais sur un grand casseur où il y a des feuilles de papier craft, il a collé des photos taille 10-15 en expliquant. Et tu as une poterie, et elle est éclairée d'une certaine manière. Il y a un spot où il y a... Donc l'économie de moyens, il ne faut pas trop en mettre. C'est comme les photos de nu. Encore un autre domaine qui est assez délicat, fait intervenir d'autres choses que l'autre propos. Oui, donc la photo que j'ai commencé, donc c'était la photo sociale, d'être discret, d'être au plus près d'une réalité sociale, d'une vérité, avec un discours, une étude, une thématique, on dira maintenant. Les photos de théâtre, là aussi, ce qui me rattache à ça, c'est les photos faites pendant 20 ans pour le Théâtre du Capitole, qui à Toulouse c'est important, la musique, et de faire les grands opéras. Et à l'opéra, je conseille à tous les photographes d'aller à l'opéra parce que les mises en scène, les éclairages sont somptueux. Il y a longtemps, 30-40 ans, l'opéra, les chanteurs étaient sur scène alignés. Ils faisaient 3 pas en avant pour envoyer avec plus d'effet leur son. Et depuis 20 ans, ils jouent sur scène. Ils se lacèrent, ils se déchirent, c'est des acteurs. Mais les mises en scène sont toujours des grandes dépenses. Vous prenez des grandes leçons par les éclairages. Voilà, et on vous oblige aussi d'être très discret et de travailler aussi. Un photographe doit être le plus discret possible dans ses manières d'être, de se comporter. Parce qu'on prend quelque chose, même des gens dans des pays arabes et tout ça, ou dans des tribus africaines. Je me souviens d'une Haja, c'est une femme qui a été à la Mecque, très âgée. Elle disait, Monsieur Gilles, je veux bien pour la photo, mais vous me volez.
elle me traduisait déjà ce que tu sentiras que chez beaucoup de gens, tu leur prends leur image. Donc, je dirais comme conseil, en presse, on a besoin d'avoir l'image, mais je vous conseille de former votre regard, d'être patient, et c'est en le faisant qu'en l'apprenant. Je ne sais plus qui disait à qui, comment devient-on photographe en faisant de la photo. Voilà. Je crois que les écoles de cinéma ou de photo maintenant, pas la peine de faire 5 ans d'études. La meilleure école est en Amérique, à New York. C'est en 1 an tu deviens réalisateur, mais en 1 an, on t'oblige à être dans une équipe que tu diriges de 4 ou 5 personnes et on te fait réaliser 10, 15, 20, 30 reportages ou courts-métrages, voilà. Donc, si je peux donner un conseil, ça peut servir. Ne cherchez pas, pensez par vous-même, mais vous n'aurez pas tout de suite. Vous verrez des progrès arriver au bout de quelques années. Vos photos seront appréciées et comprises. Ouais, c'est un très bon conseil, d'autant plus que là on parle de photo, quand tu commences la photo, c'est de la photo techniquement, il faut être capable de le faire. Aujourd'hui, avec les appareils numériques, les smartphones, il y a beaucoup moins cette logique de technique, il y a plus cette logique de développement, il y a moins cette logique de calculer la lumière, etc. En tout cas, techniquement, tu vois. Je dirais que c'est aussi compliqué. Je dirais quelque chose de plus qu'on n'a pas dit. Quand vous voulez faire de la photo, peu importe le calotype, la boîte avec la pellicule sensible, ou l'appareil très sophistiqué, ou même le téléphone, il faut connaître son appareil. Il faut avoir lu le mode d'emploi. Maintenant, vous allez chez le photographe, le marchand photo, à Numériphone, pardon. On a le droit de faire de la pub à Numériphone à Toulouse. C'est quand même... Nous avons la chance d'avoir Georges Ribocourt et toute son équipe. Ils sont remarquables et tu as les meilleures marques. Tu as Leica, Nikon, Canon, plus d'autres. Et peu importe l'appareil. Alors tu vas là-bas et on te dit l'appareil est prêt. Et des fois, il te faut 1 an ou 2 pour réaliser que tu n'as jamais été regarder les paramètres techniques que tu peux modifier. Alors, il faut connaître son appareil. Je dis chapeau à celui qui prend une chambre 20-25, comme notre ami Balit, extraordinaire photographe qui est à Rodez actuellement, d'origine hongroise. J'étais avec lui 3 fois en Hongrie. Les Hongrois sont de grands photographes. Il est dans la grande tradition de photographes comme Adjet, photo documentaire. Il est très talentueux. Il est venu chez moi et je l'ai emmené. J'ai une passion pour le commerce maintenant. J'ai réduit mon champ et je trouve qu'il est encore assez grand. Et on a été en montagne. Il était avec la chambre 20-25, avec une manche, c'est-à-dire c'est un étui où tu es protégé de la lumière et tu peux charger tes châssis. C'est des châssis 20-25. Et c'est des tirages sur papier. La sensibilité d'un papier, c'est ridicule. Si on a des pellicules qui sont à plus que 400 ASA, le papier, ça doit faire 5-20 ASA. Donc c'est de la pose. Donc tu trimbales une chambre avec un trépied, c'est obligé. La chambre fait un encombrement d'une valise. Il faut monter en montagne, des sentiers, enfin il faut être sportif. Le matériel, le connaître, prendre le mode d'emploi, le connaître, faire la mise au point, connaître le plus qu'on peut. J'allais dire quelque chose, ça m'a échappé. La téléphone, voilà, tu disais le téléphone. Non, le téléphone, il y a beaucoup à savoir. Ouais. Par exemple, tu touches, tu sais que quand tu gardes, tu vois apparaître le petit soleil, que tu peux assombrir ton image, et ça commence comme ça. Ouais. En fait, tu as des tutos, je ne sais pas comment ils s'appellent, Paparakis, un nom comme ça, où ils t'envoient des cours de photos. Il te demande que c'est toujours la dernière fois que tu dois le régler, mais il continue à m'envoyer des cours photos, tu vois. De temps en temps, j'ouvre un tuto, je regarde, je dis c'est extraordinaire.
Avec l'iPhone, tu as des réglages, tu as des possibilités et tu as maintenant, regardez un peu je regardais des photos de making de films. Mais mon fils est cinéaste, il utilise mon Canon, le Mark II ou Mark III. Pour eux, c'est impeccable. Il y a le plein, tu sais, comment on dit, le plein format. Le plein format. Et maintenant, je vois, donc j'ai vu pendant longtemps maintenant les gens avec le Canon. Et au début, la mise au point, il fallait rajouter des systèmes. Maintenant, c'est intégré. Maintenant, je vois des gens travailler en actualité avec le téléphone monté sur un système, avec une prise de son, avec un éclairage, avec Alors toi, c'est marrant que tu parles de Balint Porneski, qui est basé à Rodez, et qui travaille à la chambre, mais qui travaille aussi beaucoup au téléphone. Il avait fait une série... Figurac. Voilà, avec un smartphone. Il a été au Japon, il est ambassadeur Fuji comme toi, je crois, tu as aussi ambassadeur. Mais il avait fait cette super série à l'iPhone à l'époque. Il avait couvert le festival de Cannes en faisant des portraits tous les jours. Et oui, il avait fait et là, tu vas tu fais Balint Porneski sur, comment ça s'appelle, Instagram. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il a un très bon compte Insta. Mais et tu le fais et tu vois toute sa production. Ouais. Et en plus, il y a tous les portraits. Il traite ses photos avec un filtre Hispamatic, donc qui a un rendu similaire à une photo en chambre 6x6. Oui, avec les coins un peu écornés. C'est ça. Et alors, toi, quel regard tu portes justement sur ça, sur l'utilisation des smartphones comme appareil, et ce retour vers le vintage un petit peu quelque part, de retrouver cet esprit d'ancien, quoi. Parce que Balint qui fait ça, il fait en même temps la chambre ouais. Avec les cadres et le papier. Quand il a vu que j'avais des boîtes papier A4 papier ancien, confidence, ça vient de la police de Toulouse. Ah ouais. Ça ne se fait plus trop maintenant. Mais à l'époque, on faisait sauter nos PV avec les gens des renseignements généraux. On allait sur les manifs et tu avais toujours un gars sympa, quoi, à la quarantaine, qui disait « Ah, tu travailles pour quelle agence ?» À la langue, il prenait un pot avec nous, il était sympa. « Oui, je suis renseignement généraux, mais aussi si tu as besoin, c'est un problème, tu me le dis. » Alors le problème, c'était « C'est vrai, tu peux prendre le PV ?» Ah, c'est sympa. Alors il demandait toujours, comme ça, anonymement, et le gars de RTL, comment il s'appelle déjà Ah oui. Et il est avec une nana, là, il habite à... Je dis, je sais pas, mais en fait, il demandait quelques petits tuyaux, quelques renseignements, mais gentiment, tu vois. Alors, je l'ai vu il y a 4 quand le numérique a commencé et tout ça. Je lui dis, on ne voit plus, parce que c'est plus les renseignements généraux maintenant. Puis maintenant, ils ne prennent plus les PV, ils sont moins sympas, voilà, puis quand tu vas sur les manifs, tu ne vas pas trop marcher avec les gars des renseignements généraux. Mais bon, c'était mon enfant quand même. Et un jour, comme ça, on se revoit. Et il me dit, tu fais toujours de l'argentique? Alors, je dis, oui, ça m'arrive, parce que pour le plaisir, pour les expos, d'ailleurs, ici, là, je suis à la retraite, comme tu vois, j'ai toutes mes archives, mes tirages, mes agendas pendant 50 ans, mes notes de frais, j'ai tout. Et il me dit, nous, notre service photo, c'est fini, on n'a plus besoin du labo et tout, parce qu'on a tout en numérique, les écrans, machin. Et tu as besoin de papier? Ah, je disais, le papier, c'est toujours... Il dit, j'ai vu qu'ils allaient... Il y a des boîtes comme ça, c'est les grandes boîtes que tu as vues là-bas, j'en avais une dizaine, il m'en reste 3. Et bien c'est du papier format A4 comme ça, il chipotait pas, mais c'est du bon papier encore. Voilà, c'était anecdote, voilà. Comme ça, tu as récupéré. Le mode de vie d'un photographe de presse, c'est un milieu différent. Tu es photographe, il y a du matériel. Moi, je devais rentrer à l'AFP. Et puis, bon, j'avais reçu mon contrat. J'ai commencé avec l'AFP, avec Jean-Claude Delmas. C'était mon chef. Donc très vite, lui, il faisait des déplacements, des papes dans le monde entier, des présidents, des Jeux Olympiques. Et je me suis retrouvé au bureau de Toulouse
à être le principal pigiste. Et ce qui m'a lancé, c'était anecdote, voilà, quelques histoires. J'étais au bureau de l'AFP, c'était rue Alsace-Lorraine, au-dessus de Havas. Et puis il y a eu les inondations qui ont commencé près d'ici, à l'île d'Odon. Un camping qui a été retourné, quelques morts, et puis ça a augmenté. Les fleuves, la Garonne a débordé, et surtout à Auch, les ponts se sont bloqués avec des troncs d'arbres, ça a inondé, il y a eu 40 morts, et pendant 8 jours, pour l'AFP, j'étais avec ma 2 chevaux, j'allais dans tous les sens, on m'a sorti ma voiture de l'eau, c'était du côté de Grenade, et donc là, j'ai eu ma première photo pour Paris Match, la couverture. Et ça, j'avais fait une photo à Grenade, j'entends qu'il y a l'évacuation. J'arrive à Grenade, j'arrive au bord de l'eau, derrière une étendue d'eau, et au loin, on me dit, il y a une barque avec les pompiers, ils ont été chercher un couple avec des... Elle est là-bas, tu la vois la photo, tiens, tu peux aller la chercher. Elle est dans le coin là-bas. Oui, je vois, ouais, carrément. Donc, au milieu, il y a le couple assis avec le landau. Ouais. Donc, il y a le bébé. Et à l'arrière, il y a 3 pompiers. Devant, il y en a 2. Et moi, je suis au 200 mm. Là. Je suis à gauche. J'ai traversé. Alors, dans l'eau, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que tu ne sais pas où tu mets les pieds. Alors, tu devines qu'il y a la route. Alors, je donne un conseil. Il faut bien sûr s'avancer en photo. Comme disait le Capa, Robert Capa, plus tu es près, mieux c'est. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, si tu vas trop près, c'est en truc de guerre ou de difficulté, tu dois négocier. Bien sûr, quand 2 fois je me suis trouvé avec Cartier-Bresson, chaque fois c'était ça. Il me regardait gentiment et puis en voyant ce que j'avais comme matos, il commençait à me regarder genre... t'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais avec ce téléobjectif? Lui était toujours avec son 35 et le boîtier on le voyait pas, il avait toujours dans l'imperméable, il sortait. T'as vraiment besoin de ce téléobjectif? Bon, voilà, ça c'est Cartier-Bresson et donc Capa. Et donc pour s'avancer, là il y avait de l'eau, donc il y avait des inondations. Je vous donne un conseil, il ne faut simplement pas tomber, avancer dans l'eau. Mais sachez qu'il ne faut pas glisser. Parce que si vous glissez, il y a trop d'arbres, un caillou, vous ne savez pas, c'est le début des emmerdements. Plus le matos. Et je vais tomber dans l'eau avant de faire cette photo. De manière amusante. Non, je l'aurais faite, mais je sauve l'appareil. Donc, anecdote, entre parenthèses. Et donc, je m'avance et il y a à 50 mètres une rangée de 3 pavillons. Et en m'approchant, je suis à la campagne. Il y a le petit portail en grillage, rempli de feuilles avec de l'eau qui arrive presque à la taille. Et je me dis, il faut que je mette... Il doit y avoir un fossé. Mais il doit y avoir un passage, il doit y avoir un garage devant le portail. Donc je passe. Effectivement, je sens que je suis sur un passage. Je m'accroche au grillage et j'attends les pompiers que tu vois là-bas. Et donc, je suis au-dessus et je vois que ils ont des problèmes parce qu'ils ont des herbes dans l'hélice, ça n'avance pas comme ils veulent, il y a du remous. Alors je fais mes photos. Ah, je dis ça c'est vraiment la photo, je sentais la bonne photo là. Il y a l'émotion là-dedans, il y a le couple qui est apeuré. C'est vrai que la première fois que j'ai vu cette photo, on dirait que c'est fait à l'étranger. Ça fait un peu plus Asie. Ah bon? On sent que ça se passe en Asie parce qu'on comprend l'inondation, mais on ne comprend pas tout de suite que c'est en France, encore moins à Toulouse. C'est marrant. Alors, guerre, il y a des contextes, tu peux leur expliquer la guerre, tu as été sur des sites de guerre, il y a même des stages d'entraînement Ouais, au SNEC, à Collioure. À Collioure et aussi là, en Cerdagne, à Port-Louis, à Montluis. Voilà. Et donc là, j'ai fait la photo, je sens que c'est ça. Et tout d'un coup, je réalise qu'ils vont revenir de là où j'étais parti. Donc je regarde à droite à 50 mètres pour revenir et je vois Jacques Esparbier, c'était le photographe numéro 1 de la Dépêche à l'époque. Mais il faisait beaucoup de politique, mais il était là. J'ai dit, il va me niquer la photo. Et parce qu'il va faire la maman qui descend avec le bébé, avec les pompiers. Ça risque d'être meilleur que... Il faut que je sois là-bas. Et donc,
toute façon, le grillage où j'étais accroché, avec les feuilles, je sentais que ça cuinait. Mais ça va lâcher. Et je pense, moi, au passage, et là où j'avais fait attention pour le passage, c'est quand je pose le pied et que je sens que ça bascule, et je pense à 3 choses en même temps. Je dois sauver la photo. Donc, j'ai 2 boîtiers. Donc, j'ai le temps de mettre le 2e boîtier dans la même main, de le mettre au-dessus de ma tête, parce que je descends dans l'eau. Le truc bascule. Il faut rester debout. Alors, je sens que je peux. Mais, 3e anecdote, si on veut, pour te dire que ça peut être difficile des fois, des imprévus, ou le hasard, j'en sais rien. Hasard, voilà. Le matin, je suis parti très vite. J'ai mis un pantalon, et c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai pas mis de ceinture. Et qu'en faisant ça, je me raidis, et je sens que je pète le bouton du pantalon. Et je croyais avoir une main de plus, et j'ai le pantalon que je dois rattraper. J'arrive à sortir avec les boîtiers qui restent dehors, le pantalon tenu d'une main. J'arrive, les autres sont en train d'arriver. J'essaie de ne pas glisser dans l'eau. Je bloque mon pantalon et je suis à côté des sparbiers de la dépêche. Et finalement, il n'y a pas photo de débarquement. C'est le pompier nous gêne parce que les sparbiers s'en foutent. Moi, j'étais motivé parce que j'avais une bonne photo. Je rentre, je développe, j'ai la photo, je la transmets avec 7 ou 8 autres photos du jour. Le lendemain, François, tout ça, j'ai des photos, des parutions, mais j'ai pas des photos de la... Une agence de Paris m'appelle, et vous avez une photo là avec des gens sur... Ah, j'ai dit oui. Est-ce que vous pouvez les retrouver? J'ai dit, je sais où ça se trouve, je vais me renseigner. Un copain m'appelle, il faisait de temps en temps des piges, c'était pas Muller. Il me dit, on me demande une agence, je ne demande pas quelle agence, il me dit, je dois trouver la famille à Grenade, il y a une famille qui a été sauvée des eaux. Comme la photo n'était pas parue, j'ai dit, ah bon? Oui. Il me dit, je dis, je sais pas, j'ai entendu parler de quelque chose comme ça, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Je lui ai dit, ben, ça fait 2 personnes. Et quand même, cette photo, quand même, elle n'était pas mauvaise. Et je me souviendrai toujours, le bureau de l'AFP était au-dessus de l'agence Havas à Alsace-Lorraine. Et donc, j'arrivais toujours, moi, par la place Jeanne d'Arc. Et il y avait le kiosque à journaux, là où il y a le marchand de tabac, là, le Parisien. Et de l'autre côté, la place Jeanne d'Arc, quelque chose m'intrigue, c'est que le kiosque à journaux, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis des publicités. Parce que tous les supports de journaux, c'était la même chose. Et c'est en m'approchant que je réalise que c'était que le numéro de Paris Match qui était accroché dans tous les présentoirs. Et quand je m'approche encore, je vois que donc c'était ma photo. Ah, génial. Alors là, c'était la première photo couverture de Paris Match. Alors, je suis rentré à l'agence où j'étais pigiste, à l'AFP. Le rédacteur en chef qui était surmené, M. Cuben. Ah, bravo, le bureau est très content à Paris. On a une grande photo. Alors, ça n'a pas arrêté toute la journée. Et donc, je suis parti. Match avait appelé, sous couvert d'une autre agence, 5 photographes. Et le JVD faisait la même chose. Pour une histoire importante, ils te mettaient en concurrence, ils appelaient, peu importe, ils te payaient. Mais pour avoir plus de chances d'avoir l'histoire complète, ils demandaient à d'autres photographes donc ça m'est arrivé, surtout pour Match, je ne savais plus où j'habitais. Parce que là, tu étais payé par l'AFP directement. Oui, elle est signée Gilles Bouquion, AFP. Mais tu étais pigiste salarié régulier de l'AFP ou c'était à la journée Là, elle ne m'a pas rapporté 10 000 euros. Elle m'a rapporté peut-être l'équivalent de 200 euros, c'était en francs. Oui, parce que tu étais payé à la journée, peu importe que tu vendes ou pas. Hein. Alors ça a l'air ridicule, mais en fait,
Voilà, je vais passer à un autre enseignement. Les parutions sont tes certificats, des qualifications, des qualifs. Et ça te fait remarquer. Une photo dans Paris Match me relancer en notoriété pour quelques mois. Une couverture, alors j'étais tranquille pendant 2 ans. Genre, vous cherchez un photographe à Toulouse. Appelez Bouquion, il a fait la une de match, machin, truc. C'était pas en gros une récompense en termes d'argent, mais c'était plus une façon de trouver plus facilement du boulot parce que tu avais cette notoriété. Oui, et à l'AFP, j'étais le pigiste. Et alors du coup, c'est une question de notoriété et c'est marrant de voir que ça n'a pas trop changé en fait. Ça, au final, encore aujourd'hui, c'est le cas. Le pigiste pour l'AFP ou pour Reuters ou AP, il va être payé la journée peut-être 200-300 €. Et même s'il fait la couverture du New York Times ou de Paris Match, ça sera pareil. Oui, mais alors quand tu as une couverture comme ça d'un événement important, les inondations de cette époque-là, avec 40 morts, comme l'explosion de la ZF, comme le procès Allègre. Oui, c'est des moments de l'histoire qui sont importants quand même. On a eu un scandale autour de l'histoire Allègre, c'est qu'on a cherché des implications d'hommes politiques. Il y a eu un procureur qui était un juge ou un magistrat qui était impliqué dans une histoire comme ça. Baudis, moi j'ai un avocat que j'aime pas trop. Comment il s'appelle ? Il est du côté de Nice. Pas Lombard, non. Il n'est pas très sympa. Mais Monsieur Bouquillon, je suis sûr que vous avez des photos de Monsieur Baudis dans des parties fines, voilà. Mais monsieur, j'ai beaucoup de photos en boîte de nuit avec des copains, des trucs comme ça. Mais je vous dis une chose, c'est que quand il y avait une inauguration, tel restaurant à la mode, par tel directeur de boîte de nuit, comment il s'appelle le Tunisien là qui a... pareil. Bon, il est sympa comme tout. Il y a les 2 boîtes de nuit à Toulouse. Et ça s'appelle Dolce Vita, il habite Baudis. Donc l'exemple que je dis, je suis invité, je suis payé par eux pour le lancement. Il y a des hôtesses, il y a des trucs. Et il y a une soirée avec DJ, apéro, enfin ce que vous voulez. Et des élus sont invités. On les reçoit à 8h30 du soir. Ils montent à l'étage VIP. Donc il y a Baudis, machin. Ils boivent une coupe de champagne, ils rigolent. Ils disent bonjour, ils embrassent ses amis. En bas, il y a des chipettes, il y a des garçons qui se mettent en buste nu ou des trucs comme ça. Ça rigole. Mais en général, une demi-heure après, 1 heure après, tu vois le maire, les officiels, le président de région, ils disent bonsoir gentiment et ils s'en vont. Et les gens continuent la fête. Et ça n'a jamais été plus loin que ça. Il y a eu le procès. Et Baudis, bon, il y a eu un cancer, je crois, mais Baudis a été très déstabilisé par cette histoire d'Allègre à Toulouse. C'était gros procès. Et à un moment donné, il y a eu des auditions de femmes prostituées. Elles mentaient ou elles mentaient pas, mais il y a eu un buzz. Et Reuters et RTL qui se sont trouvés à suivre c'était le capitaine de gendarmerie qui s'appelait Roussel. Il a été muté, je crois, dans les îles. Mais Baudis a été menacé et il y a eu la sortie où tout le monde se pressait. On était 40 reporters photographes et j'étais devant à faire le cacou, le malin. Et avec mon ami Pavani, pour donner un nom, de l'AFP, plus 2-3 autres, tu nous connais, on t'a accepté dans le groupe, mais un tout petit, là, il fallait qu'il se colle à nous, parce que c'était comme au rugby, quoi. On se colle épaule contre épaule, plus qu'il y a les caméras. À l'époque, c'était d'énormes... les vidéos, c'était... Donc il ne fallait pas lâcher... Donc j'étais là, on était devant, et on s'amusait avec Pavani. Épaule et Pavani... déconneur rigolo, mais quand c'était le boulot, c'était un rustre. Il ne parlait pas, tu vois. Donc, les caractères de chacun au moment du travail, c'est important aussi. C'est un autre aspect du travail. Donc là, on est épaule, on ne lâche rien. Quand il y avait les petits jeunes un peu frêles, ça m'arrivait de... Après, ils pleuraient, ils disaient « Mais tu t'appuyais sur moi, je ne pouvais rien faire. » Je dis « Je ne savais pas que c'était toi. » Et donc, on était là, à la sortie de Baudis.
Et Baudis m'arrive droit devant. Et je recule, je tiens bon. Je raconterai autre chose après, avec Raymond Barre. Et là, je fais 2-3 photos, mais je suis même trop près. Alors je recule un peu l'appareil. Et puis bon, on commence à se dégager. Et puis on s'en va. Et puis, le lendemain, là, j'ai Tavani qui le russe comme ça. Je dis, salaud, tu nous as tous baisés. Comment je vous ai vu? Ben, tu vois pas, non? Achète l'Express. Et ben là aussi, c'était la couverture de l'Express, mais l'Express, ils ont fait, je sais pas s'ils le font plus maintenant. En région, à Toulouse? En région, ouais. L'Express avait tiré un poster, mais vraiment de 3 mètres de haut sur 2, tu vois, ouais. 2 portraits de Baudis. Ben, j'ai dit, ouais, c'est peut-être ma photo. Oui, non, on s'est tous fait engueuler parce qu'on ne l'a pas. Ben, on était tous côte à côte. Mais il n'y a que toi qui as les larmes de Baudis. Parce qu'il y a une brillance sur la joue. Je n'ai même pas remarqué. Effectivement, Baudis qui pleure. Donc tout le monde s'est arraché la photo. Et tout le monde a la photo pareille, mais sur la mienne. Voilà, c'est pour ça que je fais du paysage. Les effets de la lumière, des fois, ça peut amener un plus. Là, je n'ai pas vu venir celle-là. Comme le pantalon sans ceinture. Alors, mettez une ceinture et essayez d'avoir des photos avec une certaine brillance. Bon, oui. Tu disais tout à l'heure qu'un bon cadrage, c'était qu'on comprend l'histoire, qu'on voit les choses. Et tu disais que le fait d'avoir des contraintes techniques, et ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, le fait d'avoir une contrainte technique du genre tu dois avoir un temps de pause assez grand, tu n'as pas droit à l'erreur sur la prise de vue, sur le développement, etc. Tu es limité en nombre de photos. Si tu n'as que 38 poses dans une pellicule, c'est vite limité. Ça te force à être plus créatif et plus efficace du coup. Il faut de l'éducation parce que c'est pas forcément maîtrisable et tu peux pas dire je vais faire ça comme ci, comme ci, comme ça en le faisant. C'est comme l'entraînement, c'est instinctivement. Je m'aperçois maintenant que très souvent, la première photo c'est la meilleure. Quand à un moment donné j'ai dû faire des photos commerciales des installations, au début je pataugeais, puis après je me suis aperçu que j'arrive pour une nature morte. Je la fais, et puis je fais 4-5 variations. Et puis très souvent, je m'apercevais que c'était la première vision qui était la mieux. On le sent. La photo qui est là-bas, une photo que j'ai bien vendue. Tu vois, c'était une photo faite. Tu vois, je n'étais pas encore en presse. J'étais dans le sud du Maroc. J'ai vécu 3 ans. Je voulais vivre dans le désert. Ouais. Donc ça, c'est Boulman du Dadès. Décris la photo pour les gens qui nous écoutent. Alors, c'est une photo qui est faite dans le sud marocain. Au moment où je fais la photo, je n'ai pas la perception de tout ce que tu vois maintenant. Maintenant, tu vois un groupe de 4 femmes habillées en sombre et qui portent sur la tête un chargement, un grand malot homogène qui est du bois de palme, ligoté comme ça fait comme un fanau, ça fait une silhouette qui porte une grande masse sur la... Et sur la gauche, on voit un petit bout de talus. Il est important parce que quand je vois les 4 femmes qui marchent, je n'analyse pas ce que je vais vous décrire en arrière-plan. Je ne le vois pas à ce moment-là. Je vois, parce que des femmes en pays arabe, tout ça, à l'improviste, tu ne photographies pas une femme comme ça. Donc, de dos, s'éloignant, une espèce d'harmonie. Et là, j'ai déjà un demi-mètre de trop. Je suis en voiture, je m'arrête, je sors l'appareil, je déclenche, et elles ont déjà disparu derrière le talus à droite. Je n'ai qu'une photo. Je tire cette photo, j'ai dû la vendre 7 ou 8 fois en format que je vends, comme tu la vois maintenant, c'est le format que je préconise. C'est du Dibon, donc c'est sur aluminium, ça ne se déforme pas. C'est un bon papier, c'est un tirage chez Lumerifote. Et c'est après coup que tout d'un coup je me dis, ah, ben alors le village derrière, qui se fond comme une dune, qui fait l'unité dans les mêmes teintes, tout d'un coup sur le haut de cette colline,
il y a comme ce qu'elle porte sur la tête, il y a la répétition de grandes masses de pierre noire, on dirait les fagots qu'elles ont sur la tête. Il y a une sorte d'équilibre, et puis c'est une photo dans les gris. Alors vous avez tendance à manipuler les contrastes, à corriger la photo, à lui donner plus de température, Vous avez des moyens, mais n'en faites pas trop. Restez le plus naturel possible. Parce que ce qu'on aime dans une photo comme ça, c'est ce qu'on appelle les gris, les tonalités de gris, les différents gris. Une photo noir et blanc, finalement, il manque toutes les informations couleurs. Il manque beaucoup d'informations. Mais en même temps, c'est un dépouillement. Il y a une sorte de graphie. Tu vois la photo là-bas, c'est une photo aussi dans le sud du Maroc, c'est des palmiers qui ressemblent à des bateaux, mais la photo est très douce. Tu vois, tu as une qualité de contraste qui est différente. Ouais, je vois. Mais ça, justement, c'est une... Les qualités du noir et blanc, c'est plus poétique, ça parle plus. Le portrait de Goïti Solo, l'écrivain très connu qui est là-haut, le portrait, j'aime beaucoup, c'est fait en très faible lumière, c'est pas cramé par la lumière, et c'est un monsieur qui n'aimait pas du tout être pris en photo. Ce monsieur vivait à Marrakech, et c'est grâce à ce monsieur que la place Jama el-Fna fait partie patrimoine de l'UNESCO, enfin pour la tradition orale. Alors, ça fait écho un peu à ce que je te demandais justement avant, c'est-à-dire le fait de devoir être très attentif à la lumière, à ton cadrage, etc. Ça te fait progresser plus vite, mine de rien, non? Malgré la pratique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais qu'il y a cette nécessité de revenir à des moyens plus old school en fait au final parce qu'aujourd'hui tu achètes un appareil photo numérique ou un téléphone et tu vas faire 2000 photos en 1 heure si tu veux. Et du coup ça va être encore plus galère de trouver les bonnes images dans l'editing, tu vas pas vraiment... Je m'attache là, j'ai pas d'obligation commerciale, mais pour moi j'ai jamais eu d'obligation très commerciale. Quand on me dit, je pense que j'ai jamais vraiment travaillé dans ma vie. J'ai eu vendu des photos, mais j'ai eu plus de plaisir à être photographe que de penser... Je n'ai pas connu, je serais connu à l'époque, je serais devenu un meilleur stratège de ma vie. Donc je passe un peu sur beaucoup de conseils que je pourrais donner du point de vue économique, mais ça serait des mauvais conseils, parce que chacun... Et puis je pense qu'en tant que photographe, il faut être photographe. C'est bien d'avoir des informations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire commercialement. Par exemple, on parlait de droit photo, et un conseil que je donnerais, je dirais, c'est un philosophe grec, fabriquer sa propre statue, fabriquer vos statuts, faites, n'abonnez pas vos photos, ne vendez pas vos droits, restez propriétaire de vos négatifs, vendez sachez comment avoir une photo, c'est-à-dire de quelle manière on a le droit de vendre une photo d'exposition, parce qu'une photo d'exposition se vend aussi bien en droit d'exposition, droit d'accrochage, qu'en droit de parution, droit d'utilisation commerciale. Il y a des tas de... Alors, renseignez-vous, n'ayez pas peur de rater une vente parce que vous demandez peut-être un peu trop cher. On s'apercevra aussi que de vouloir à tout prix vendre et faire des prix très très bas vous mettra en difficulté. Si vous avez des problèmes pour dépenser, ne pas récupérer de l'argent que vous a coûté une photo, vous êtes obligé de faire un investissement pour apprendre à travailler. Ensuite, essayez de savoir combien coûtent les choses pour pouvoir continuer à faire de la photo en vous faisant payer. Mais bon, il y a beaucoup de... On peut pas... Là, c'est juste un petit parcours de vie
pour revenir sur la presse, j'ai donc commencé avec l'agence France Presse. J'ai travaillé au secrétaire et on peut avoir une double casquette de tout le temps. Simplement, il faut être expliqué si vous travaillez pour l'AFP, vous êtes pigiste, vous avez le droit de vendre. On ne vend jamais la même photo à une deuxième personne. Si quelqu'un vous emploie régulièrement, vous lui signalez que vous avez une deuxième utilisation. Pas des mêmes images, mais ça peut être le négatif voisin, bien sûr. Vous vendez une image. À un moment donné, on m'a appelé ciseaux d'or. Parce que des fois, quand on n'a pas la photo, on s'arrange avec un collègue. On le dépanne. Il me dépanne, je le dépanne, mais il ne me donne pas la même photo. Il me dit, attends, je suis à la ZF quand ça explose, je ne suis pas loin. Je comprends qu'il se passe quelque chose. J'essaie d'appeler, les téléphones sont saturés. J'ai le temps d'avoir l'AFP qui me dit, on croit que c'est du côté d'AZF. J'ai juste cette information-là. Je pars avec le chauffeur du président du conseil régional à l'époque. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je me fais emmener au-dessus de... À Pêche-David. Oui, à Pêche-David, depuis là-haut. J'avais fait des reportages à la ZF pour des revues justement sur les risques de protection. Je connaissais ces bâtiments-là. Je savais qu'il y avait des manquements à la sécurité. J'avais photographié des robinets remplis de soufre solidifiés, je les ai toujours. Arrivé là-haut, il manquait la tour. J'étais loin de la rocade où il y a eu une dizaine de morts qui ont été soufflés par l'explosion. C'est là où Bordas se trouvait. Il a eu ouais. On se retrouve plusieurs, chacun il va de son côté. Christophe Hénard, qui travaillait pour AP, était Arnaud Bernard. Par là-bas. Et non, Place Belfort, sa voiture était dans le parking qui n'existe plus, et le parking est resté bloqué. C'est un parking. Il a trouvé un vélo. Le son. Moi, je suis pas loin, et je suis à une vue générale. Le son sur un site. On peut croire qu'on n'a pas les choses. Et on peut quand même en avoir. Il y a de manières de travailler. Après, on peut s'arranger. J'arrive en haut. Je sors. J'avais le sac avec les zooms. Et j'essaye de voir si quelque chose bouge. Et c'était désespérant. Il n'y avait pas de trace de vie. Et il y avait une voiture avec un bras. Je devine un bras. Ça va mal. Christophe Hénard se trouve centre-ville. La voiture bloquée. Et des gens paniqués dans la rue. Il trouve un vélo, il part en vélo, donc de rue Bayard à AZF. Ouais, c'est pas à côté. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des photos étonnantes. Moi, je fais des photos étonnantes, mais lui, il fait des photos étonnantes parce que... Excuse-moi, j'ai un cerf dans la gorge. Il y a des photos du site. Lui, il est obligé de remonter à vélo la ville, et il voit des gens paniqués. Donc il pose le pied à Place Esquirol, il y a un attroupement, une femme qui pleure, machin, le bébé, une ambulance, il fait des photos. Il fait des photos que personne n'arrivait à faire parce que tout le monde a voulu aller à la ZF le plus vite possible. Lui aussi. Mais bon, il a eu la sagesse, en voyant des choses en chemin, de faire la population. Et il a fallu en même temps. Bordas, lui, il a eu des photos extraordinaires, mais il était choqué, il était en première ligne sur la rocade où il y a eu des gens morts parce qu'ils étaient dans la voiture. Tu sais, les gens qui sont morts là-bas, c'était qu'ils avaient les vitres fermées. Oui, ils ont pris les éclats dans la tête et tout. Hein. Non, ils ont eu une compression. Ceux qui avaient la vitre ouverte, dont lui, ont eu échappé des débris parce qu'il y a des gens qui... Il a laissé sa voiture à une femme blessée qui est partie. Et il a fait quelques photos terribles. C'était les photos les plus sanglantes avec des gens
blessés, le bras coupé, les photos qui ont fait Paris Match, que la Dépêche ne voulait pas donner, enfin, etc. Et moi, d'en haut, à un moment donné, il faut que je descende. Alors, je suis descendu, il y a le SNPE, j'avais fait un reportage et je me souvenais du nom Ramirez, chef de la sécurité. J'arrive, c'était un peu la panique. Et un gars me dit, où tu vas? Et je viens voir monsieur Ramirez. Il est par là-bas. Et je m'avance. Et on me dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas de masque? J'ai dit non. Alors, on me file un masque. Et on me dit, vous savez faire? Faire quoi? Vous le tenez à la main. Et si vous êtes alerté, vous le mettez aussitôt au visage. Et donc je suis parti. Et là où tout le monde s'était fait bloquer par la police à l'entrée, je suis rentré juste par la petite voie le long du chemin de fer. J'ai escaladé et je suis rentré dans la ZF. Et donc j'ai fait cette photo. J'ai secouru quelqu'un. Ça arrive. Et cette fois-là, j'ai compris que j'étais en zone interdite. Il n'y avait personne. J'ai vu quelqu'un de mort. On voyait que le bras, le truc. Et à un moment donné, je m'avance au-dessus d'une zone des gravats, je marche et j'entends un bruit très curieux. Je m'arrête et je me penche et j'entends vraiment. Et je vois une voiture de secouristes passer tout doucement et je fais des signaux. Et et il vient tout de suite. Ils descendent à deux, ils se précipitent. Ils se mettent tout de suite à terre et ils ont fait venir, je suis resté là, je suis resté 2 heures. Et ils ont fait venir 2 voitures, ils ont déblayé et on l'a trouvé. Une personne, ils m'ont laissé voir à un moment donné, parce qu'ils avaient fait une ouverture. J'ai pu voir la personne, c'était comme il parlait de comme à l'accouchement. Comme à l'accouchement, la personne était coincée, donc c'était un monsieur âgé, ils l'ont sorti. Et donc j'ai la photo, et tu fais jamais, heureux histoire de conseil, on fait jamais quelqu'un déchiqueté ou on a quelqu'un allongé sur une civière, des secours qui sont là, et au mieux on a une photo en même temps du site, dans l'endroit, on voit où on est. Donc j'avais ça, j'ai attendu un peu 1 heure, et ils l'ont sorti indemne mais choqué. Donc il est sur la civière, ils l'attachent, on voit le visage, ils lui ont mis un masque, il y a le médecin, le secouriste, il y a 2 personnes, et puis il y a le site d'AZF qu'on devine derrière, qui est bien. Donc ça fera une couverture de l'Express et aussi de 2 autres magazines. Je suis resté bloqué là. Après les photos que j'ai eues, on s'est retrouvés le soir avec Christophe qui avait traversé la ville et qui me dit, je lui dis, t'en fais pas, j'ai des photos que j'ai pas utilisées, vues d'en haut, vue générale, tout ça, d'accord. Et toi? Ben, j'ai des gens dans la ville, une femme, une Algérienne avec ses 2 filles. Ah, tu as celle-là en double? Oui, j'en ai gardé une là, ok. Pour ça qu'on m'appelait Ciseaux d'or, parce que des fois on me disait, ah putain, toi t'as fait les parutions avec les photos que t'as récupérées en queue de mon film. Pourquoi je t'ai laissé prendre ça alors que moi j'ai passé une photo? Mais il fallait prendre la bonne. En fait, on regarde pas trop, on en prend une, on se dit merci. Mais tu prends la photo de l'autre et tu la signes de ton nom du coup? Quand elle est publiée? Si elle est publiée par le magazine, comment ça se passe pour le crédit? Et elle est à moi. Mais si c'est la photo, par exemple, si toi tu donnes une de tes photos à ce photographe et lui il prend cette photo... J'ai rien donné. Qui était là? Non. Ah, c'est marrant. C'est notre cuisine, comme on dit. Ouais. Et après, chacun donc toucher son... Donc, je dis ciseau d'or, ça veut dire que j'ai un petit ciseau. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Si je vais à la rédaction de la Dépêche, et je dis, il y a eu la catastrophe, là, avec 9 morts à Grenade. Une église, il y a un concert. Et pendant le concert, le clocher s'écroule. Et il y a 3 morts, 8 blessés.
et tous les membres sont du conseil municipal. J'entends ça à la radio. Tard, j'appelle le journal local que je connais, que je fréquente. Ça s'agit de la Dépêche. Et donc, on se connaît tous. Si je vais à la rédaction, M. Gisbert, tout ça, va monter sur ses grands chevaux. Qu'est-ce que vous croyez? Comme M. Bordas a dû se battre pour vendre ses photos alors qu'il travaillait pour 6 pages, je disais les doubles casquettes. Tu préviens ton employeur, je travaille pour la Dépêche en tant que pigiste et j'ai l'habitude d'envoyer ce qu'il y a en plus. Vous, la Dépêche, vous avez besoin d'une photo de M. Hollande en visite dans l'hôpital, ce qu'on avait fait, je ne sais pas, Philippe Loiret qui inaugure l'hôpital de la mère malade. La Dépêche veut une photo, mais toi, Philippe Loiret, on ne le voit pas souvent. Tu fais 3 films, comme tu peux. Tu donnes à la Dépêche, t'en gardes une pour la revue locale Toulouse Magazine, et puis tu t'envoies à une agence, t'envoies 5 ou 6 bandes bien choisies. Et ça se faisait beaucoup de... Et alors toi, la cuisine, c'est entre nous, ça se fait tout le temps. Donc il faut trouver les manières d'en parler en disant que c'est... On travaille sur des grands meetings et des trucs comme ça. La photo là, tu vois, Mitterrand et Defer. Il y a tous les journalistes qui attendent devant le palais de justice. Ils sortent du palais de justice, ils ont été entendus pour les radios libres. Toute la presse locale et quelques pigistes sont là, attendent, et ils ne sortent pas par l'escalier de devant. Ils sortent par derrière. Et ils remontent par derrière, et là, ils sont... Ça existe toujours, ce défense d'afficher. C'est la rue qui arrive depuis la place à la préfecture, celle qui vient de derrière, là, de... Comment ça s'appelle Saint-Escarbe. La place Saint-Escarbe, avec la petite fontaine. Donc, ils ont coupé, ils ont sorti du tribunal par derrière. Et moi, comme très souvent, je suis en retard, je suis à la bourre, je fais autre chose, je cours. C'est bloqué pour la préfecture, pour arriver là-bas. Je me gare à la préfecture et je vais en courant. Et j'aperçois, il y a personne, ils sont tous les deux, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de... Et j'ai déjà le F3 avec le 180. C'était mon boîtier favori, préféré. Quand j'ai eu le premier Nikon F3, là j'étais le cador. J'étais avec le 180 qui ouvrait à 2.8. C'était avant le 200. Bah donc là t'es loin quand même, 180. Mais ils te voient quand même, le prendre en photo. Oui, ils ne me regardent même pas. Il n'y a que moi et eux. Et je cours pour les faire à la sortie. Je dis, c'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai tout raté, mais j'ai déjà ça. Ils ont gardé l'autre là. Et donc je dois avoir 20 vues, toi. Au même endroit. Clac, 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 clac. À l'époque, c'est le film. À l'époque, tu fais tes doublons. Tu les fais parce qu'on va... Tu sais que je suis seul là. Et donc là, je peux dépanner 10 personnes. Mais les gens, ils savent après s'il y a une seule personne. S'ils ont déjà vu la photo quelque part, ils savent que la deuxième photo, elle est à toi. Non. Mais personne ne sait. Là, je suis tout seul. Mais l'AFP qui a eu la photo n'était pas là. Mais pour leur bureau. Et il était à côté de moi. Dans ces cas-là, on était à côté de l'autre. C'est un truc qui se faisait quand les gens avaient du boulot déjà, parce qu'il y avait beaucoup plus de budget, il y avait beaucoup plus de... On faisait plus c'est-à-dire qu'on avait... Non, mais on avait... on revenait pas les mains vides. Ouais. Donc là, je termine là, et je vais dire à propos de pas les mains vides, il faut toujours ramener quelque chose, et ça c'est une leçon aussi. Quoi qu'il arrive, il faut ramener une image. Il faut te débrouiller. Mais pas la voler. Il faut faire une ambiance, il faut faire... Je te raconterai. Donc là, ils disparaissent. Je fais la photo, ils passent. Je comprends que c'est bien, c'est propre,
D'ailleurs, j'ai vendu 3 ou 4 fois celle-là en galerie, en exposition. Et j'arrive tranquille au palais de justice et tout le monde est là devant. Ils ne savent pas qu'ils sont partis. Et donc, et je vois les collègues qui me disent comme toujours, « Ah, Bouquillon arrive, ça va commencer. » Comme très souvent, j'arrivais à la bourre, mais tout juste. Et je dis, désolé, c'est déjà fini. Comment c'est fini? Eh bien, je viens de faire quoi? Mais ils sont là-bas. J'en vois déjà qui commencent à partir. Je les laisse partir. Et je montre à un ou deux collègues, gars épée. Et ce que je voulais dire, quand il y a des procès et des choses comme ça, c'est habituel. On ne peut pas être à 3 sorties en même temps. Donc, avec un collègue, j'ai confiance en Fred. Il est équipé. On se met d'accord. Tu fais la sortie de l'autre côté, et moi j'attends de ce côté. Et chacun, on fait les photos en double, et on se dépanne après. Ouais, c'est un peu comme les scènes de pool de photographes, où tout le monde se donne les photos à la fin. Tout le monde, non, mais ceux qui sont d'accord. Ouais. Non, mais voilà, c'est un pool privé, quoi. Privé, ben oui. Mais ça, on est d'accord, ça se fait plus. Ça se fait encore? Ben, il ne faut pas le dire, parce que les patrons de presse, ils n'aiment pas. Non, mais de toute façon, honnêtement, entre nous, maintenant, vu qu'on est dans un métier d'indépendant, c'est... Mais déjà à l'époque, c'était... Oui, mais c'était les indépendants, mais tu avais quand même des... Enfin, tu pouvais beaucoup plus facilement bosser pour l'AFP, pour Reuters, pour Paris Match, etc. Tu avais beaucoup plus de... Il y avait beaucoup plus d'offres. Tu vois, moi, à moins de te raconter une anecdote comme ça, avec quelqu'un que tu connais. Luigi, je cherchais le livre sur, tu sais, le reporter... Luigi, qui fait tous les meurtres en Amérique à l'époque, Luigi, W-E-E-J-E, il avait, pour l'époque, avec les Horseman, les plaques, il avait le coffre de la voiture américaine de l'époque, comme ça, avec déjà le labo, enfin, dans le coffre de la voiture, pour faire les faits divers des gangsters abattus. Vas-y, pardon. Ça me faisait penser à... Tu te rappelles... t'as été là sur Sivins, à la ZAD de Sivins? Non, j'ai pas fait du tout. Moi, je me rappelle de la dernière scène quand les derniers zadistes ont été évacués par les flics. Oui, ça. T'avais même Eric Bouvet, t'es descendu de Paris pour venir faire ça pour Match. Et on était genre peut-être une centaine de journalistes, il n'y a pas que les photographes. Et je me rappelle d'une scène où il y a un photographe que tu connais bien, mais je ne vais pas citer, parce que je ne sais pas si on peut citer, mais que tu connais très bien sur Toulouse, qui était en commande lui pour EPA, je crois. Et en fait, qui avait au téléphone AP et Reuters qui lui demandaient de bosser pour lui. Sauf que lui était déjà en commande pour EPA. Et je me rappelle que là, il nous prenait, il disait, bon, ben toi, tu as une commande, ben tiens, est-ce que tu veux Reuters et toi, est-ce que tu veux AP? Et on s'est partagé le truc mais genre en 5 minutes comme ça, au milieu dans la boue. Oui, on disait, il faut que tu gardes une photo, à part que celle que non, c'est même pas ça, c'était qui veut le boulot. Tu vois, mais parce qu'il y avait le boulot. Mais maintenant qu'il n'y a plus cette logique d'avoir chacun une agence, un truc comme ça, et qu'il y a, enfin tu l'as vu, les gens sont peut-être moins sympas les uns envers les autres aussi en termes d'indépendants. Après, je sais pas si toi tu le vois ça. Est-ce que tu vois une forme de changement d'attitude chez les indépendants? Je suis plus là. Alors ouais. Mais c'est super intéressant de connaître ce genre d'anecdote parce que moi je trouve qu'il y a un décalage, tu vois, c'est assez marrant. À Grenade, le clocher qui tombe, j'appelle un des photographes de ce journal. J'ai dit donc, alors, la Dépêche a des correspondants, même ici, je connais les 3 correspondants dans la région. Donc là-bas, à Grenade, il avait un nom sympa, c'est Max, je crois. Et alors, ouais, c'est film, hein, bobine, noir et blanc. Alors, ces films, et tu es au courant, là, elle dit oui, mais on a un pigiste, enfin un correspondant, il nous enverra le film, il fait un film par jour, il fait un film, qui est 3 accidents ou pas, et c'est facile. Tu sais, on laisse son film pendu, parce que quand il fait son film, il photographie toujours sa télévision, en début, première photo, il charge l'appareil, et sur sa télévision, c'est un gars qui collectionne les casquettes de militaires allemands. Alors, il ouvre son placard à une sorte d'armoire, comme ça, dans son salon, dans sa cuisine,
Et il y a l'étagère, il y a la télévision qui n'est pas très grande, ancienne. Et au-dessus, il y a 2 étagères et des casquettes de la Luftwaffe ou je sais pas quoi. Alors, tu as 3 casquettes. Il y a toujours une photo comme ça qui est... On dit, oh, c'est le film de Max. Et il dit, attends. Il dit, oui, on l'a. Il n'y a que 4 photos. Alors, le gars, il y avait le concert. Donc, il fait sa journée et il a noté. Et il fait en dernier le concert avec le conseil municipal parce que ça se passe dans l'église, machin. Alors, il arrive, il fait une photo à gauche, et comme ils sont plusieurs au premier rang, il va de l'autre côté, il fait une deuxième photo, et puis il s'en va. Je crois qu'il fait 2 et 2. Il dit, on a une photo. Je dis, tu peux l'appeler? Il dit, il répond pas, je vais essayer de l'avoir demain. Mais tu peux mettre ça de côté. Alors, ce que j'avais pris comme habitude, c'est que moi, je leur donnais des photos, ça m'arrivait d'être en déplacement, donc je gardais toujours une photo pour la dépêche, mais ils avaient toujours quelqu'un. Quand moi je prenais de leurs photos, quand j'ai commencé à travailler pour Gamma à Paris, comment j'ai fait pour travailler pour Gamma, c'est que, ah oui, avant d'avoir ma carte de presse, je voulais faire de la presse. Donc j'ai travaillé, je fais une parenthèse, je reviens en arrière. Bon, j'ai été libraire. J'ai travaillé place du Capitole chez Castella pendant 3 ans. J'étais responsable du rayon littérature, sciences humaines et livres de poche. Il y avait 3 employés et le patron m'a engagé. Vous n'êtes pas littéraire? Non, j'ai pas fait d'études littéraires, mais j'ai voyagé. D'accord, ça me plaît, c'est bien. Et alors, vous restez là 1 mois et si ça vous plaît, je vous garde. C'était formidable ce métier de libraire, mais être enfermé le soir quand je sortais à 7h, il fallait que je respire. Et donc je suis parti. J'ai quitté le boulot, j'ai pris mon boîtier, j'ai abandonné ma famille 3-4 mois. Je suis parti à Paris, je suis passé par Lyon, j'ai racheté une torche relais. Et j'avais ce qu'il fallait, un boîtier Nicormat, un flash. Et arrivé à Paris, je me suis débrouillé. Tous les matins, je prenais quelques journaux, cherchais une information, quelque chose à faire. Et chaque jour, je faisais une histoire dans Paris ou à l'extérieur de Paris, et je cherchais un support. Donc un jour, je suis arrivé au Nouvel Obs avec des photos d'une manif qui avait eu lieu où il y avait des gens d'extrême droite. Ils m'ont pris une photo, voilà. C'est un autre jour, je ne sais plus ce que c'était pour Challenge. Il m'a dit non, mais ça, tu devrais voir avec, je sais pas, Gamma. Ah bon, c'est où? Alors voilà, j'appelle Gamma et je vais. C'était le début de Gamma, c'était rue des Petites Écuries. Et donc à l'époque, il y avait déjà Franck Collomb, Lauchamp et Bonneville, et je les trouve là-bas. Et il disent ah oui, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis je viens de Toulouse. Mais c'était l'année des Jeux Olympiques à Montréal. Et je dis, je voudrais aller aux Jeux Olympiques. Bon, on dit, laisse tomber, les Jeux Olympiques. Il faut s'inscrire, il faut machin. Par contre, tu dis Toulouse, ça nous intéresse parce que toute cette région du sud-ouest, on ne peut rien récupérer. En tant qu'agence photo, à l'époque, il dit les gens de là-bas. Et c'est encore maintenant pareil. Quand tu travailles pour le quotidien, pour la dépêche, tu fais 10 reportages. J'ai fait ça. Tu as fait toi pour un journal quotidien? La dépêche, ouais. Pour la dépêche? Correspondant, ouais. Mais pour eux, quoi? Pour eux. Du matin au soir, quoi. Ouais, j'ai fait des stages avec eux. Oui, mais. Correspondance. Mais tu faisais quoi? 10 sujets? Ah, parfois, ouais. Oui, on fait, en gros, on fait 10 sujets. Ouais. On laisse la bobine au journal à mi-journée, où on passe développer, où on développe à 5h de l'après-midi rapidement. On fait se VD par les nanas, ça sèche, on édite et c'est fait. Et tu as fait une histoire qui était intéressante, dit de Hollande, n'importe quoi, et tu as un canard parisien qui te demande une photo. Oui, d'accord, on va voir si on a le temps, machin, mais tu n'as jamais le temps. Et tu as encore moins le temps de suivre la parution et de facturer. Alors il me disait à Paris, écoute, on n'y arrive pas. Toutes les régions
Nice, machin, il y a des gars qui sont là. Mais à Toulouse, c'est vrai qu'on est la région la plus grande en nombre de départements. Il y a 20 départements, je sais pas, ou 12, et peu d'actualité, et tout se passe plutôt à Toulouse. Et puis les gens, la dépêche, il n'y a que la dépêche, quoi, à l'époque. Il dit, il nous faut quelqu'un à Toulouse, donc tu ferais des sujets, et tu vois, avec les correspondants locaux, tu te débrouilles, des fois on n'a besoin que d'une photo. Il y a une histoire marrante, l'omelette Pascal avec un chanteur, hop, tu fais une photo, ou tu la récupères, et j'ai fait ça. Et pratiquement tous les photographes de la dépêche, quand il y avait une photo, la photo du clocher qui s'écroule, c'était possible, parce que depuis quelques années, je passais, je les appelais, j'allais les voir à la dépêche. On se retrouve au bistrot dehors, et je donnais un chèque. Je donnais l'équivalent de 50 €. Après, je faisais les comptes. C'est moi la photo du clocher qui s'écroule. Et quand il y a la photo avant le concert, tout le conseil municipal, ça fait double match. 2000 €, le gars était content. Donc c'était la moitié. Ben oui, ils ont dû vendre 4000 ou 5000 trucs. Il y a eu 2000 €. Le gars 2000, je lui avais donné que 50, hop. Je lui ai donné, je sais pas, 500 ou 600 de plus. Il a dit, ouais. Ils étaient contents, même si c'était 80 € ou 50 €. Donc c'est notre cuisine interne. Donc tu es correspondant pour Gamma. Combien de temps tu as été correspondant pour Gamma? Encore maintenant, mais bon, j'ai arrêté de... Je peux plus. Depuis mon AVC, je suis dans une nouvelle spécialité. La photo de paysage, mais ça entraîne... Disons que c'est de la photo documentaire, parce qu'à partir du moment où tu analyses un paysage, enfin analyse, comment tu reçois un paysage, comment tu lis un paysage, la lumière, on t'a dû voir un petit peu sur mon Facebook, je mets de temps en temps, c'est... Pour moi, c'est de sortir en voiture et de... je découvre ce que c'est qu'un arbre, et je m'aperçois qu'un arbre, c'est maintenant que je le lis. Donc j'ai des arbres, on les appelle déjà des arbres vénérables quand c'est des arbres qui sont vieux. Mais sans être vénérables, sans être très âgés, tu t'aperçois qu'en hiver, tu lis comme une radiographie, tu vois la structure de l'arbre. Et les arbres ont des structures, plus ou moins. Un truc remarquable, tu vas en forêt, tu t'allonges sur le dos, les arbres ne se touchent pas. Quand tu le vois de dessous, tu t'aperçois qu'ils ont l'air de... Ils sont très proches, mais ils s'arrangent pour ne pas se toucher. Enfin, et alors j'ai des arbres comme ça que je vais revoir. Ça fait que 2 ans que je suis là, mais déjà, bon, j'ai 4 ou 5 arbres que je retourne voir. Alors justement, ça me fait penser à quelque chose que je voulais discuter avec toi, parce que là, on est dans ton atelier et on est encerclé d'images, de livres, et de l'histoire quelque part de Toulouse, sa région élargie, on va dire, parce qu'il y a d'autres lieux dans le monde que tu as pu photographier. Et ça fait quoi avec le recul de voir tout ça, de se dire que tu as été un témoin de tout ça, en fait, et que tu as pu le capturer en images? Oui, par exemple, mettons à Toulouse où je suis, pour les archives de Toulouse, pour l'histoire de Toulouse, même si j'ai continué à voyager au Maroc, j'ai travaillé sur les religions, sur le soufisme, sur les tribus, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Turquie, mais à Toulouse finalement, j'étais basé pendant presque 50 ans, j'ai travaillé pendant une 20aine d'années pour le Théâtre du Capitole, avec Nicolas Joël, avec l'opéra. C'est un travail très précis. Donc, musicalement, mais il y a eu à Toulouse des choses extraordinaires. Quand les premières fêtes de la musique, avec Jack Lang qui a instauré ça, mais la première fête de la musique, je me souviens, c'est en noir et blanc. Il y a des jeunes rockers, il y a des gens dans la rue, il y a des... Après, ça s'est un peu commercialisé, c'était pas pareil. Mais ces photos noir et blanc de cette époque-là, j'ai travaillé, et quand je dis les agendas, les Belin de Reuters, de AFP, mais
Là-bas, il y a des... L'autre jour, j'ai failli jeter un carton, il y avait plein de petites revues dedans. Et tout d'un coup, elles sont posées là-bas, sous la fenêtre, une pile comme ça, il y a 2 cartons. Et je les sors. Mais il y a la SNPE photographiée pour une revue. Il y a des reflets dans une piscine photographiée pour le service des eaux. Il y a une revue. J'ai travaillé pour une vingtaine de revues. Mais j'ai travaillé, et encore maintenant, je suis le photographe de Ergonoma. Il y a eu le bulletin économique du Midi. Et donc, il y a eu les premiers salons informatiques. À l'époque, ça s'appelait le CIPSO, le CITEF. C'était le début de... C'était le Minitel, c'était des... Je me souviens, les commerciaux, quand je travaillais pour cette revue, la revue organisait le salon. Et ce salon, c'était tout le mobilier de bureau, mais les appareils de bureau, les fax, les machins. Et je me souviens Je suis encore en relation avec les gens qui dirigent cette revue, qui s'appelle Ergonoma maintenant, qui est leader dans son domaine. Il y a le salon à Porte de Versailles, fin du mois, là. C'était après ça, l'agriculture. Je ne pourrais pas y aller pour une première fois. Et donc oui, c'est le monde économique de Toulouse. Pour le bulletin économique du Midi, j'ai fait tous les chefs d'entreprise de Toulouse, que ce soit Zodiac, tu sais, il y a l'entreprise Zodiac, que ce soit le CNES, les chambres froides. Chaque fois qu'il y a un satellite, tu le photographies 6 mois avant qu'il soit lancé. Donc tu es accrédité au CNES, tu fais les chambres blanches, les chambres froides. Airbus, j'y allais tout le temps. Ben, tu dis, c'est pas un peine d'y aller tout le temps. Si, parce qu'on ne te laisse pas tout voir. Quand tu y vas pour le vice-ministre de Brunei qui veut acheter un Airbus, j'y allais. Parce que, tout d'un coup, c'est une partie de l'atelier qu'on n'avait pas vue, où on faisait moins attention à moi. Là, ici. Tu vois ça ressemble à un petit cochon, l'avion, là-bas. Ouais, c'est une chaîne de montage d'Airbus que tu vois pas d'habitude, en fait. C'est le premier. C'est le numéro 1. C'est quoi, le 300... C'est un modèle d'Airbus avant la 320. C'est un autre nom, mais c'est le premier modèle. Le 380 ? Non, je te parle d'il y a en 79-80. D'accord. C'est le premier, ça va être le premier Airbus. Ok. Attends, il n'y a pas le service communication, ça c'est marrant. Il n'y a pas de service communication. Le pauvre, son nom c'est la Portalière, un nom comme ça, il portait des lavins. Il n'y avait pas un service communication, il y avait une personne très élégante. Qui gérait les journalistes. Avec une minceur distinguée, genre James Stewart, un beau chemise, veste. Gilles, comment allez-vous? Alors j'avais le Licormat sous le bras. Et on discute. Ah oui, je vous le montre, mais il ne faut pas en parler, Gilles. Hein. On va le présenter dans 15 jours, dans un mois peut-être. Et il m'emmène bêtement. Il n'y a que lui et moi. Et il m'emmène là. Ça, c'est les premiers bâtiments. Quand tu prends la route d'Orge, tu sais, les anciens bâtiments comme ça. C'est dans ces bâtiments-là. Et pas de photo, Gilles. Qu'est-ce que... Ah, c'est ton calife, là. Donc il a son... il a son licormat. Il a son licormat sous l'épaule. Ah non. Alors il est là, tu sais, avec le doigt sur le déclencheur. Alors je me touche. Et donc j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de photos. Et tu les as diffusées après? Oui. Ah ouais. Il doit pas être content, le mec. Non, il a jamais su. Ah ouais? Ah non. Il a jamais su que c'était toi, mais il a vu les photos. C'est comme les services secrets allemands qui sont idiots au point de dire qu'ils ont été écoutés. Quand tu t'aperçois que tu as été écouté, tu dis rien. Tu balances même de fausses infos. Anecdote, ça c'était il y a quelques années, il y a déjà 10 ans de ça, je me dis quand même, toutes mes archives noir et blanc, bulletin économique du Midi, Motorola, il y a des grands patrons. Je vois, j'avais une équipe, c'était pas Motorola, c'est devenu Thales, mais Méca Turbo, un patron extraordinaire avec une équipe
qui travaillait sur un moteur à hydrogène. J'ai vu un châssis, il y avait 3 ingénieurs. Quand je vois qu'on n'est toujours pas au point là-dessus, mais... Et donc, il y a des choses comme ça. Et il y a la chambre de commerce toulousaine, et il y a une revue qui s'appelle le NIC, NIC, nouvelle de la chambre de commerce. Et je sais qu'il y a le garçon qui s'occupe de la revue. C'est un gentil garçon, on le voit tout le temps. Costard, on le voyait tout le temps, Airbus, tout ça, enfin dans toutes les entreprises. Et je sais que je l'ai vu il y a quelques années, j'ai dit, ah, au fait, je vends toutes mes archives de la vie économique toulousaine, les chefs d'entreprise, en noir et blanc, les diapos aussi, tous les salons CITEF, il y avait toutes les entreprises. Il dit, mais Gilles, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont plus là, ces patrons. Oh si, il y en a qui sont importants, qui sont encore là. Oui, enfin bon, d'accord. En fait, les archives de Toulouse sont intéressés. Donc ils m'ont fait une proposition. Et donc, j'ai envoyé un courrier et j'ai demandé à ce qu'on revoie ça un peu à la hausse. Donc on est venu me visiter et on a trouvé ça superbe. Toutes les photos, l'installation, une galerie d'exposition. Bon, on arrive au terme de cet entretien et déjà, je veux te remercier pour ce partage parce que c'est vachement intéressant et je pense que ça inspirera beaucoup de gens qui nous écoutent. Si tu devais partager un dernier conseil, conseil qu'on t'a donné peut-être quand tu t'es lancé, dans ta carrière et que tu aimerais partager à quelqu'un qui nous écoute, ce serait quoi? Il faut se faire plaisir, il faut que ça t'apporte une satisfaction immédiate. C'est pour ça que pour moi le travail manuel du tirage avait été initiatique, avait été important pour instaurer ma relation à la photo. Il fallait... Ça demandait du temps pour d'abord, de manière symbolique, pense quand tu mets la photo exposée, que tu la mets dans le révélateur, quand tu la vois apparaître. Donc ça prend son temps pour apparaître. Ça, c'est une image que je garde en moi. Et il faut savoir que pour faire un bon tirage, l'erreur qu'on fait, voilà un petit conseil rapide, un des premiers que je donne. J'aime bien enseigner. J'ai enseigné rue Joly pendant 3 ans. C'est au sein d'une institution religieuse, mais ça appartient, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça forme des petits moniteurs pour les maisons de jeunesse, je ne sais plus le terme. Mais donc j'apprenais aux gens à s'occuper d'un labo photo. Et donc, quand tu fais un tirage argentique, le conseil immédiat, c'est que quand on voit l'image arriver, des fois on a un peu trop exposé. Le secret, c'est qu'il faut arriver à trouver la bonne exposition. Et que le conseil, c'est que on n'arrête pas l'exposition d'une photo dans le révélateur. On ne regarde pas, on la regarde monter. Et si elle continue à noircir dans le bain, ce n'est pas la peine d'essayer de l'interrompre. Elle sera trop grise, elle sera trop foncée, elle ne sera pas bonne. Et si tu la sors trop tôt, que tu la fixes, ça fera une photo pisseuse, qui n'aura pas un joli contraste, qui n'aura pas de luisance. Donc le secret, c'est que la bonne exposition d'une photo à la lumière, c'est la photo que tu laisses dans le bain, dans le révélateur. Tu la vois apparaître, tu dis il est bien, mais tu la laisses. Elle doit normalement s'arrêter de monter. Elle ne monte pas, elle monte selon l'exposition de lumière. D'accord. Et si tu devais partager un conseil sur la pratique de la photo en tant que professionnel, pour peut-être un secret de longévité, pour continuer à rester motivé pendant toutes ces années, parce que j'imagine aussi que ça n'a pas été tous les jours facile aussi pour toi, en termes peut-être de confort de vie, de revenus, etc. Ça a toujours été un métier compliqué, la photo. Qu'est-ce qui fait tenir pendant 50 ans?
je sais pas, j'ai eu l'impression de jamais travailler, mais dans ma vie de passer. Les histoires sont jamais les mêmes. Tu vis toujours des histoires différentes. Voilà, quand je te disais, tout à l'heure, je vais y revenir, il faut toujours, tu pars pour un reportage, pour une commande, on te demande une photo, parce que des fois, j'avais besoin je pouvais pas y aller. Et des jeunes me demandaient, venaient me voir. Donc je parlais comme ça, j'expliquais, il était enthousiaste, et j'ai dit, tiens, écoute, il y a une manifestation de bénévoles qui font je sais pas quoi en plein air, ils veulent reconstituer une statue de Saint-Exupéry ou faire un truc, il me faut une photo. Et donc il me la faut demain soir. Le lendemain soir, je suis occupé, mais pas de nouvelles, j'attends, je laisse un message, pas de... Et des fois il se passe 2 jours. Ah le gars, ben alors, mais... Bon, il dit, ça valait pas. Ben, j'y vais, attends, je t'ai demandé une photo. C'est-à-dire, il faut, même si c'est pas intéressant, avec Pavani, la force de Pavani à l'AFP, c'est que, même sur une histoire pas intéressante, ben oui, on m'a envoyé faire l'omelette de Bessières, il y avait presque personne, il pleuvait, ça fait rien. Tu te débrouilles. Tu ramènes une photo qui n'est pas idiote, qui est intéressante, en disant, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a eu ça, c'était marrant, un petit stand, un truc décalé. Il faut toujours ramener une photo. Quand tu as une commande, c'est exceptionnel, où tu téléphones moi-même en disant, écoutez, c'est pas possible, il y a une averse, c'est remis à plus tard, il n'y aura pas photo. Un journal attend la photo pour boucler. Si tu n'es pas là, tu es grillé, tu es éliminé. C'est pas quand ça te plaît. Donc tu apprends dans ce métier que quand on te demande, quand on te dit d'accord, vous le faites pour nous, il faut vraiment que tu y vas et... Ça arrive souvent que c'est pas aussi bien que... Et puis, il faut pas avoir de préjugés. Ouais, en gros, avoir une logique vraiment une démarche professionnelle et d'aller au bout des choses et de faire ton boulot, quoi. Oui, si tu veux en faire ton travail, ben au début, tu te fais plaisir, mais il faut du temps. Ta photo est pas bonne, elle est pas bonne. Mais tu ramènes la photo. Mais on tiendra compte que tu as ramené une photo... un peu plate, un peu banale, mais tu es revenu. Donc on prend l'effort de te dire, bon écoute, là apparemment, méfie-toi, il faut prendre un flash qui est chargé. Ton flash était... où tu peux faire sans flash, mais là tu pouvais faire ça. Mais quand quelqu'un ne revient pas du tout, alors là tu dis, bon, c'est même plus la peine, quoi. C'est quelqu'un qui est motivé. Et puis il faut raconter l'histoire. Pour raconter l'histoire, il faut prendre plaisir à vivre l'histoire, à décoder. Et donc, moi, le conseil que je donne, c'est que si on peut avoir une pratique de la photo avant de passer à la photo de presse, je conseille à chacun d'avoir au moins un petit peu d'études, d'avoir l'esprit un peu ouvert. Et je dirais qu'il faut au moins 3 années de fac, me semble... la meilleure étude que je proposerais, moi, c'est les études actuelles on appelle ça aire culturelle, de géographie. En géographie, à la fac du Mirail, à Jaurès, c'est extraordinaire. Il y a bien un professeur qui s'appelle Lapérouse. Mais moi, j'ai fait en option. Une année, j'ai pris aire culturelle, je me suis régalé. Et j'adorais dessiner, on te fait dessiner les cartes de pays. Avant toute chose, tu dessines toujours la carte et puis tu apprends des tas de choses. Eh ben, merci Gilles pour cet échange, ce partage. Et on te suit du coup sur Facebook pour suivre tes aventures dans le Comminges. Je mettrai un lien. Oui, tu peux. Comme ça, les gens pourront suivre. Oui, pas de problème. Ils peuvent m'appeler aussi, ils peuvent découvrir le Comminges. J'appelle ça la Toscane du Sud-Ouest. Ce que j'aime, c'est la dimension
un peu paysage, dimension humaine, quoi. Des petites exploitations. Ça se voit, ça fait vraiment un paysage de Toscane par moment. Hein. Quand tu sors de l'autoroute, là, ça ressemble vachement. Et je leur donnerais comme conseil de n'importe quel domaine, on n'a pas besoin de faire 3 années ou 4 années de fac. Chaque terrain, toi, quand tu pars en Ukraine, tu essaies de voir un petit peu une carte, de savoir les pays à côté, Ouais, tu es obligé d'avoir aussi une culture générale basique pour comprendre les intérêts qu'ont les gens à faire ce qu'ils font, et sinon tu ne peux pas raconter l'histoire si tu ne la comprends pas, de base. Et puis il faut saisir les opportunités. Je vois, j'étais à Toulouse, j'ai travaillé pour une Polonaise qui faisait des objets artistiques et m'a demandé des photos. Ouais, elle a trouvé les photos épatantes, c'était des objets. Je pensais à Man Ray, un peu de lumière comme ça. Et elle me dit, je vais en Pologne. Mais j'y quand? Elle me dit, avant le pape. Je dis, ah c'est vrai, c'était Jean 23. Donc déjà, je pigeais pour l'AFP. Et donc j'ai dit, c'est quand? C'est comment? Tu vas comment? Elle dit, j'y vais en voiture. Enfin, j'irai bien en voiture, mais... je dis, moi, j'ai une voiture. Et tu dépenses combien? Elle dit, à 2, ça peut faire... les gens, on dirait, par exemple, 500 € chacun. Bon, je dis, ça va, c'est quoi? Finalement, je suis parti. Et alors, ce que j'ai compris, j'ai essayé de me vendre au départ. J'ai dit l'AFP. L'AFP, ils m'ont dit, écoute, on sait qu'il y a le pape qui y va, mais... Et donc, le patron de l'AFP, Noyas, à l'époque, il m'a dit, écoute, si tu y vas, tu m'appelles de là-bas et on verra. Bon, gamins, ils me disent, oh, on ne sait pas trop, mais bon, pourquoi pas, oui, bien sûr. Bon. Et à quel moment j'ai rencontré je crois que c'est même la femme du Figaro magazine. Je crois que je suis parti avec, ça serait maintenant, ça serait genre 600 € ou 800 €. Et je suis revenu avec 2 fois ça, sur place. J'ai fait de l'argent et j'ai vendu pour presque 6 000 € parce que on s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout d'archives de la Pologne en prière. Parce que c'était le mois de mai, et tout d'un coup, le gouvernement... Bon, je suis arrivé là-bas 2 jours avant le 1er mai, et donc je me suis dit, tiens, je vais faire le 1er mai, j'ai compris qu'il y aurait un défilé militaire. Avant, j'étais passé à un bureau que j'avais demandé pour un bureau de presse. On m'a dit oui, bien sûr. Voilà, donc oui, si vous allez pour Wojtyła, c'était le pape. D'accord. Et donc j'étais le 1er mai là. J'ai vu se mettre en place pour le défilé du 1er mai. J'ai dit, je vais faire le défilé. J'ai repéré une estrade, je suis monté dessus. Ah oui, j'étais du côté des officiels. Il y avait un peu trop de... Ils n'étaient pas encore là, il n'y avait personne. J'ai compris qu'il fallait que je sois en face. Alors, j'avais le temps, j'ai fait le tour, ça a duré 1 heure. Et le monde a commencé à arriver. J'ai vu que j'étais bien. En montant sur une estrade, il y avait une caméra télé. Ah, je me dis, ça doit être bien, je me mets à côté. Et là, j'avais une vue, je voyais la tribune où il y avait le chef de l'État, le général, je ne sais plus comment, Jaruzelski. Je suis bien. Et donc là, j'aperçois de l'autre côté 2-3 gens officiers, puis il y en avait un qui me regardait. Donc je regardais ailleurs, j'étais à côté de la caméra. Et le comble, c'est que ça commence. Ça, c'est vraiment le gag. Alors, musique, tout le monde était rempli, donc j'avais un pareil, j'étais à côté de la caméra télé, je bougeais pas trop. Et tout d'un coup, le défilé arrivait. Un peu militaire, tout ça.
Donc j'étais prêt, et tout d'un coup, quelque chose me passe au-dessus de la tête. Et je comprends que c'est quelque chose qui est projeté. Donc, un manifestant jette une poche de peinture. Ça passe au-dessus de ma tête. Et je vois, dans mon image, je vois un soleil blanc sur le chef du défilé qui arrive. Plaf, un soleil blanc sur ma photo. En même temps, je regarde et je vois les 3 officiers idiots qui commencent à regarder, à bouger. Alors, je bouge pas trop, je les regarde pas. Je descends doucement. Je m'écarte un peu dans la foule et je vois arriver les gens galopant. Et bêtement, il y avait 2 gars qui couraient. Et je vois les gars, ils poursuivent, ils les attrapent. Là, je fais rien, je fais pas les photos des mecs. J'ai fait des photos plus loin. Et après, j'ai rentré dans 2-3 cafétérias, bistrots, et là, j'ai entendu parler français. Et c'était des gens, beaucoup de communistes socialistes à l'époque voyageaient pour les 1er mai. J'ai dit, vous êtes... Il dit, oui, on est de Paris, oui. J'ai dit, vous avez vu le défilé? Il dit, oui, on l'a vu, là, ça chauffait un petit peu. J'ai dit, vous avez fait des photos? Il dit, oui, un petit boîtier. Je dis, mais excusez-moi, mais il faudrait que je fasse arriver à Paris une petite poche. Et alors, j'ai mis dans une poche papier, j'aurais donné une enveloppe. Et donc, j'ai fait mon premier envoi. Et c'est passé dans le Nouvel Obs. J'ai 2 photos. Et après, je suis resté en Pologne. Surtout qu'on a appris que le pape ne venait pas. Parce qu'il y avait beaucoup de manifestations religieuses et les gens, déjà les dimanches, se déplaçaient en masse. Et le pouvoir, on a compris l'explication, et le seul photographe, et il est sur le réseau encore maintenant, il s'appelle Chuck Fishman. Finalement, il n'y avait que moi et Chuck Fishman. Ça a été interdit à la presse internationale. Aucun journaliste n'a pu rentrer et le pape a retardé d'1 mois son voyage. Et moi, finalement, j'ai fait des tas de photos des manifestations religieuses. J'étais à Cracovie, j'ai vu le successeur de Wojtyła, j'ai vu là où Wojtyła, le futur pape, enfin le pape de l'époque, a été étudiant. J'ai été à Auschwitz, j'ai fait beaucoup de photos, une trentaine de... Après, il fallait sortir les films. Après, avant, quand j'ai vu qu'il y avait cette interdiction, j'ai trouvé un endroit avec un fax. On ne pouvait pas téléphoner. Et au fax, j'ai pu correspondre avec l'AFP et aussi avec Gamma. C'était mes 2... Et les 2 étaient preneurs du coup. Ils ont dit oui. On s'aperçoit que vu le retard du pape, vu qu'aucun journaliste, on avait prévu des gens, mais personne ne peut rentrer avant la venue du pape. Donc, les journaux, mes ventes, c'était Figaro Magazine, et j'étais contacté par Marianne Loss, qui dirige le service là-bas, religieux, et un grand truc de magazine. Et j'ai eu une grosse commande du magazine, quoi. Et donc les commandes sont arrivées parce qu'il fallait la Pologne en prière, alors que quand le pape arriverait, les hebdos seraient déjà sortis. Il fallait que... Et c'est là où ça a été bonus. Bah écoute, merci Gilles. C'est une vie de vagabond. C'est une chouette vie. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas vraiment levé le pied. Je suis peut-être pas devenu une star, mais bon, ça m'a tenu jusqu'à présent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.